Même si on est très hydroalcoolique à portée de main, on doit se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement. Alors, j'ai une question en direct d'Isabelle Marteau. Quelle est la technique pour le chat, s'il vous plaît? Alors souvent, la technique pour le chat, c'est mettre 2 pulvérisations de pression dans nos mains. Et après, on commence à en mettre un petit peu partout. On va mettre devant, derrière, sur les 2 mains. On essaye de faire l'interdoigt comme il faut. Souvent, il nous en reste dans les mains. Alors, on fait nos ongles comme ça, les 2 côtés. Et on insiste aussi sur les poignets. Tout ça en respectant la durée qui est de 30 secondes à peu près. Et très souvent, dans les établissements, il y a une petite affiche dans les lieux où on peut se laver les mains, où il y a du chat. Merci beaucoup. À quel moment utiliser, ouais. Donc on peut le faire régulièrement si le soin qu'on a fait n'est pas sale en fait. Si on a les mains sales par des déchets humains, de l'urine ou autre chose ou du sang, là c'est le lavage main savon. Très important. Oui. Et puis le chat, on peut pas le faire non plus éternellement en fait. On est obligé au bout d'un moment de se laver les mains parce que on a l'impression d'avoir des mains qui collent, qui sont pas lavées, qui sont pas propres. Oui, ça ne lave pas. En fait, ça lave pas en profondeur, non. Voilà. Ça remplace pas un lavage de main. Voilà, tout à fait. Après, si on a une peau fragile, autant privilégier le lavage des mains avec l'eau et le savon. Oui. Parce que dans le chat, il y a, comme on dit, il y a de l'alcool et ça abîme aussi les mains. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien insister au niveau de vos établissements pour avoir des postes de lavage de mains qui soient à proximité pour pouvoir justement respecter toute cette hygiène des mains qui est indispensable. Qui est du savon en permanence, qui est des essuie-mains, enfin voilà, qui est des choses qu'on n'arrive pas pour se laver les mains et qu'il n'y ait pas de produits ou qu'il n'y ait pas de choses comme ça, quoi. Oui, et bien souvent dans les chambres, il y a des salles de bain. Alors, elles ne sont pas réservées exclusivement aux patients ou aux résidents. On a le droit aussi de laver nos mains dans la chambre du patient. Oui. Continue. Oui. Alors, l'hygiène de l'environnement hospitalier. Alors, nettoyage et désinfection régulier, surface de contact, donc les poignées, les tables, les télécommandes, les rampes, le lit et le matériel médical. Le linge, séparer le propre et le sale. Ne jamais poser au sol le linge sale. Et les déchets, respecter le tri. Pour les poubelles, voilà, les déchets à risque, les déchets qui seront incinérés ou etc. Et puis aérer régulièrement les chambres. Donc se tenir bien au courant de tout ce qui est protocole dans votre établissement pour le linge, les déchets, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil, mais avec les couleurs, etc. Oui. Alors, j'ai une dernière petite question en live de Marie. Est-ce qu'il est utile dans certaines situations de combiner les deux, donc sur le lavage, évidemment gel hydroalcoolique et lavage classique, est-ce que c'est utile de combiner les deux ou pas forcément nécessaire? Non, pas forcément nécessaire. Que vous êtes bien lavé les mains avec du savon. C'est pas la peine de remettre du gel hydroalcoolique après. Voilà. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Les deux ensemble, ça n'a pas forcément de. Après, c'est vrai que des fois, on le fait en entrant dans la chambre du patient parce qu'on a touché la poignée de porte. Donc, ça arrive que comme il y a souvent des postes de gel hydroalcoolique dans les chambres, qu'on s'en mette aussi pour désinfecter les mains. Mais sinon,
Si vous êtes bien lavé les mains et que vous avez affaire à votre patient tout de suite, c'est pas la peine de mettre du gel hydroalcoolique. Fabienne, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Je vous laisse reprendre, il n'y a plus de questions. Les préventions des infections nosocomiales. Définition, infection, c'est des infections qui sont contractées à l'hôpital. Exemple, les infections urinaires, respiratoires, les plaies opératoires, souvent fait par inadvertance, hein, bien sûr, hein, c'est pas voulu. Volontaire. Voilà. Les gestes barrières, porter un masque, des gants suivant le protocole, tousser ou éternuer dans son coude, hygiène des mains avant et après tout contact, voilà, et respecter les pictogrammes à l'entrée des chambres quand les gens sont en isolement pour des grosses infections, bien respecter les protocoles qui sont définis par l'établissement ou par le service où vous travaillez. Oui. Et souvent, il y a une petite affiche à l'entrée des chambres en disant aux familles des patients ou aux amis des patients de prendre contact, de demander à l'équipe soignante quels sont les protocoles à suivre avant de rentrer dans les chambres. Oui. Parce que le protocole, c'est pour les soignants, mais c'est aussi pour les visites. Les visites, quand elles sont autorisées, bien sûr. Oui. Alors j'ai une petite question encore, je me permets directement en lien de Maman des Cubes. À domicile, si on a une infection et qu'on n'a pas d'ASRI, comment procéder? Et qu'on n'a pas de DASRI, désolé, de sac d'ASRI. J'ai pas l'acronyme. Je pense que s'il y a des soins à domicile, il y a forcément une infirmière qui passe par là et elle aura mis les protocoles en place. Donc après, on doit suivre. Normalement, oui. Normalement, ça doit suivre, oui. Sinon, faut le demander, hein. Faut le demander, faut l'exiger pour pouvoir pas laisser traîner à domicile, pas laisser traîner pour les autres occupants du domicile, et même pour les autres soignants ou pour les visites et tout, pas laisser traîner des choses qui sont infectées n'importe où. Voilà. Génial, merci, j'en profite. J'ai juste 2 personnes qui m'indiquent qu'ils ne voient pas mon écran. Est-ce que les autres participants voient bien mon écran? Sinon, Camille et Nadège, je vous invite à quitter la réunion Meet, à rejoindre la réunion Meet. Parfois, c'est un petit bug de Google Meet et ça devrait fonctionner. Mais j'ai l'impression que pour les autres, vous le voyez bien. Oui. Et j'en profite, petite question en direct de Elisa. Alors, c'est pas forcément une question. Ouais, parfois, il y a un satellite à l'entrée de la chambre pour s'habiller avant d'entrer en chambre. Déchets d'activité sur un risque inférieur. Merci beaucoup, Sandra, pour l'acronyme. Et on est bon. On peut reprendre. Je vois que la plupart des personnes le voient quand même. Et pour les autres, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec les options pour bien voir mon écran. Sinon, à quitter, revenir, et vous verrez bien la présentation. Oui. On peut avancer un petit peu dans le diapo. Ouais. Carrément, là, normalement, je viens d'avancer, si c'est tout bon. Ça, on l'a fait. La prévention, voilà. Il y a un petit quiz, mais ça, bon. Oui, peut-on porter une alliance au travail? C'est une question qu'on entend très souvent. Qu'est-ce que vous en dites, Exactement. Alors, j'ai beaucoup de noms quand même. Hein. Globalement, c'est le nom qui ressort. Personne n'a tenté un oui. J'ai un oui. Si, oui. Ah, il y a un oui. Non. Alors, en fait, non, une alliance n'est pas autorisée, qu'elle soit toute simple ou avec des bijoux, des brillants dessus. Elle n'est absolument pas autorisée. Il faut savoir que les infections vont se coller en dessous et on ramène tout ça à la maison. Donc, pour protéger soi-même et notre famille, il vaut mieux tout enlever. Moi, quand je travaille, j'enlève mon alliance et je la mets autour de ma chaîne. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas ramener des microbes ou des saloperies à la maison, en fait.
Oui, vaut mieux les enlever en début de poste et puis vous les récupérez après. Une fois que vos mains sont bien propres, vous pouvez remettre votre alliance en toute confiance. Donc la friction hydroalcoolique suffit si les mains sont propres. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? J'ai beaucoup de oui. Oui. Dans l'ensemble, c'est oui. Et oui, c'est les mains déjà bien propres. Oui, une friction suffit. Et puis le linge propre peut être posé sur une chaise avant utilisation. Le linge propre peut être posé. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce qui se dit un peu. Oui, si vous avez désinfecté votre chaise. Oui. On nettoie en avant et puis ça peut être une chaise ou un adaptable, une table de nuit. À partir du moment où ça a été nettoyé en amont, on peut poser le linge propre, effectivement. Génial. Être acteur de la prévention, donc c'est responsabiliser, expliquer les risques. Un microbe invisible peut provoquer une infection grave. Montrer l'impact positif en vous lavant les mains pour protéger tout le monde. Valoriser, féliciter les bons gestes, mettre en avant la sécurité collective. Rendre visible donc le gel hydroalcoolique accessible. Affiche simple et visuelle. Démonstration régulière. Voilà, c'est surtout aussi pour les familles, hein, les visiteurs. Voilà, les personnes qui viendront pour parce qu'après c'est vrai que des fois il y a un petit pictogramme à la porte qui disent voilà on dit souvent malade infecté ou des choses comme ça, les gens peuvent prendre part, donc il faut quand même bien leur expliquer, bien savoir le protocole qu'il faut, soit s'il faut mettre une surblouse, soit il faut mettre un masque, voilà, pour bien leur expliquer, pour que la contamination ne se fasse pas envers eux ni envers personne. Oui, et le but c'est quand même de protéger le patient qui lui reste toujours fragile. Oui, parce que ça peut être aussi pour le protéger lui qu'il est fragile. Donc voilà. Alors j'ai une petite question de Camille Le Guen. Est-ce qu'il y a un ordre spécifique respecté sur le nettoyage d'une chambre? Patient, j'imagine. Après, quand vous arrivez dans la chambre, déjà pour poser vos affaires et tout, il faut que vous désinfectiez, comme disait Fabienne, l'adaptable, les choses que vous allez poser le linge propre, etc. avant, parce que vous allez désinfecter l'adaptable pour pouvoir poser vos affaires pour la toilette, etc. Et puis après, vous allez redésinfecter en partant pour pouvoir rendre la chambre propre. Et le plus logique, c'est toujours de partir du patient et d'aller après aux extrémités. On va essayer de faire tout ce qu'il y a dans le contour du patient. Donc, ça va être le lit, les barrières, l'adaptable, la table de nuit, etc. Et on élargit un petit peu notre surface de nettoyage. Oui, en partant après de la chambre. Oui. Oui. Très clair, merci beaucoup. Exemplarité et moyen d'agir, donc encourager l'exemplarité. Le personnel doit montrer l'exemple. Hein. Le patient et les visiteurs suivent. C'est-à-dire que si vous respectez tous les protocoles et tout, les visiteurs et les patients le feront aussi. Créer une culture de dialogue, donc ce qu'on a parlé tout de suite. Vous avez désinfecté vos mains, bien leur expliquer le pourquoi du comment. Donner les moyens d'agir, former les patients, les proches par rapport aux mains, aux masques, au linge, les encourager à poser des questions sur l'hygiène pour qu'ils soient au mieux aussi un acteur du soin et puis pour le patient, pour la guérison du patient.
On est souvent en train de reprendre ou de réexpliquer et réexpliquer tout le temps aux visiteurs, aux familles, parce que on leur explique à l'entrée de la chambre et lorsqu'on rentre, un moment plus tard, on se rend compte que les masques sont ici ou ils sont là et on rappelle à nouveau la façon de bien mettre le masque ou de bien respecter les protocoles. Donc, on est tout le temps en train de former les gens et de leur rappeler les règles d'hygiène simples. Et ça peut être 3-4 fois pour la même personne dans la même heure. Oui. Après, c'est sûr que les gens, ils ont des fois du mal un peu à se rendre compte de la nécessité de tout ce protocole. Mais après, oui, il faut bien leur expliquer et puis surtout le faire, leur donner l'exemple. Voilà. Oui, c'est important. Oui, très. En conclusion, donc, à retenir, c'est l'hygiène des mains, une tenue professionnelle adaptée, donc bien changer votre tenue tous les jours. Voilà. L'environnement propre. Le message final, c'est l'hygiène à l'hôpital est l'affaire de tous. Chaque geste compte pour la sécurité et la santé de chacun. Donc, on est acteur de notre propre santé, la santé des patients en plus. Et surtout bien respecter les protocoles qui sont mis en place dans les services. Un protocole peut être mis en place dans tel et tel service, va pas être le même pour un autre service. Donc, il faut bien se renseigner auprès du service médical et leur demander que doit-on faire. Et à ce moment-là, nous, on met tout ce qu'il faut derrière. Oui, et puis dans les hôpitaux, il y a souvent des infirmières hygiénistes, des médecins hygiénistes, donc on peut aussi se renseigner à ce niveau-là, si c'est des infections, voilà, surtout ceux qui travaillent en dermato avec des infections de la peau, etc., qui sont un peu des fois délicats. Donc il y a souvent des services d'hygiène, on peut se renseigner pour les protocoles, etc. Oui, et puis après, il y a aussi des nouveaux protocoles. Des fois, il y a une nouvelle pathologie, on la connaît pas dans ce service-là, donc on appelle ce service d'hygiène et ils viennent nous voir et ils nous expliquent comment faire. Et en fait, on n'est pas tout seul de toute façon. On est toujours éduqué par un service spécialisé et après, il suffit nous de tout mettre en place dans le service et tout suit tranquille. Oui, tout à fait. Super intéressant. Alors, j'ai une question de Sanaël. Comment procédez-vous concernant le nettoyage d'une chambre après le départ d'un patient? Alors, moi, dans mon service, on va s'occuper de tout ce qui est qui a été au contact du patient. Ça va être le matériel, donc le lit, table de nuit, l'adaptable, les chaises, le fauteuil, et puis le mur où on branche l'oxygène, les aspirations. Tout ce qui va être mur, plafond, sol et salle de bain, c'est les ASH qui le prennent en charge. Donc nous, on fait notre partie. Régulièrement, les chambres sont faites à fond. Donc une fois qu'on a tout nettoyé, nos matériels, on sort tout de la chambre. Et après, c'est l'équipe d'ASH qui prend le relais. Ouais. Bon, c'est à peu près. Je pense que c'est à peu près partout où ça fonctionne comme ça. J'ai une question de Sandra. Vous utilisez quoi comme produit? Alors, les produits qu'on nous donne à l'hôpital, ça va être un détergent désinfectant. Et puis après, concernant les ASH, elles ont aussi des produits bien spécifiques pour les sols et plafonds. Et puis d'autres qui vont être réservés pour les salles de bain. Oui, il y a du Surfanios aussi, mais je connais pas tous les noms exactement parce que nous, c'est tout mis dans des bouteilles où il n'y a pas marqué ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a juste marqué le nom du produit. Oui, mais c'est vrai qu'on peut les avoir en sachet, oui, que l'on dilue après, voilà. Dans tant de litres d'eau et puis on remplit nos petits bidons. Ça, c'est spécifique à chaque hôpital qui ont
voilà, qui ont des marques ou des, voilà. Oui, ils ont des appels d'offres avec tel et tel produit et du coup, ça peut changer aussi. Hein. Oui, ça change souvent des fois. Mm. Pour une protection, voilà, il suffit qu'ils aient une offre de marché pour tel produit pour que ça puisse changer. Donc voilà. Après, on est formé pour savoir ce qu'il faut utiliser, etc. Voilà. Oui. Et j'ai une autre question aussi de Isabelle. Faites-vous des ricages? Alors j'ai pas mal de questions d'ailleurs. Des ricages? C'est quoi des ricages? Alors je ne vois pas non plus ricage. Ouais. Ricage? Ah, des rinçages, désolé. Ah, des rinçages? Je pense que c'est ça. J'ai cru que c'était un terme spécifique. Oui. Souvent, les produits, les désinfectants, détergents, ils n'ont pas besoin d'être rincés parce qu'en fait, ça agit avec le séchage du produit par lui-même. Ouais. Ouais, ça nécessite pas de rinçage. On va rincer lorsqu'on utilise une crème un peu abrasive pour les bassines, par exemple. Là, oui, on rince après. Est-ce que... Alors petite question de Laët également. Alors ouais, le lien avec la petite enfance, évidemment, il est évident sur les enjeux de l'hygiène, des protocoles, et notamment en crèche. Si on utilise du vinaigre, est-ce que vous pensez que c'est assez efficace? Du vinaigre? Moi, du vinaigre blanc? On utilise du vinaigre, nous, pour désinfecter les bouilloires, les fontaines à eau, mais pas forcément pour nettoyer. Non, non. Oh, non, ça ne nettoie pas, hein. Ça ne nettoie pas, hein. Après, je sais que des fois, elles en mettent dans les siphons des lavabos, qu'elles n'ont pas d'autres produits, mais sinon, pas pour... c'est pas un désinfectant, effectivement, oui. Non, non. Merci beaucoup. C'est un bon détartrant. C'est un bon détartrant, le vinaigre. Ouais. Oui, c'est un bon détartrant, mais ce n'est pas un désinfectant. Alors, une question aussi de Nadège. Est-ce qu'il faut changer l'eau des sols entre chaque chambre? Alors, nous, elles n'ont plus d'eau. Au CHU de Poitiers, on n'a plus d'eau. Elles ont tant de lavettes, hein, donc elles mettent, par exemple, 20 lavettes dans leur seau. Alors, elles ont à côté un bidon avec peut-être 1 litre de détergent, désinfectant ou d'autres produits, hein, suivant ce qu'elles vont faire, qu'elles mettent dans le seau. Les lavettes s'imbibent et en fait, elles suffisent. Donc, il n'y aura plus de mélange, il n'y a plus de seau avec du liquide dedans, en fait. Les lavettes se remplissent avec et elles suffisent totalement. Sinon, s'il n'y a pas ce genre de matériel, oui, évidemment, il faut changer de l'eau à chaque chambre. Bien sûr. Oui. Une autre question d'Elisa. Vous pensez quoi de l'eau ozonée? Alors moi, Rien. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Dans mon service, on n'en utilise pas, donc je ne sais pas. Non, moi non plus. Je ne connais pas. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Ouais. Carrément, n'hésitez pas, Elisa. Et j'ai vu aussi tout à l'heure que quelqu'un a levé la main. Enfin, lever la main, façon de parler, mais il y a un petit icône en bas de votre écran pour lever la main. N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre la parole au moment où si c'était bien pour ça, vous pouvez activer votre micro et on peut parler évidemment de vive voix. Maman des cubes aussi qui demande ce qu'est l'eau ozonée. Et sinon, merci pour votre retour. Et vous utilisez plutôt 3 lavettes différentes, couleurs, désinfectantes, détergentes et rinçage, et 2 seaux différents. Merci. Oui. Nous, il y a 2 lavettes différentes. Il y a tout ce qui touche le patient et après, il y a les sanitaires. Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou si vous voulez prendre la parole de vive voix. Mais en tout cas, ouais, merci pour tous ces éléments. C'est vrai que là, de ce que j'entends, de ce que je vois aussi, l'hygiène, évidemment, elle est omniprésente, elle fait partie du métier d'aide-soignant. Il y a beaucoup de protocoles aussi à respecter et qui vont diverger aussi selon les services, les enjeux, l'établissement.
Donc c'est des choses à prendre en compte aussi. Les pathologies, oui. Oui. Ouais. Alors, et Isaac, pardon, désolé. Non, je lisais aussi en même temps osmosé. Je sais pas ce que c'est. C'est possible, en effet, c'est peut-être un protocole spécifique aux crèches. C'est possible aussi. J'ai pas fait de stage et j'ai jamais travaillé en crèche, donc là, c'est inconnu pour moi. Moi, je connais pas non plus les crèches. N'hésitez pas si vous avez encore une petite question. Et Fabienne, Christine, vous voulez peut-être dire un petit mot sur la FNAS également? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que la Fédération nationale des associations d'aides-soignants a été créée en 1988. Et depuis, nos objectifs, c'est de faire évoluer la profession et puis de la reconnaissance au niveau de nos autorités de tutelle, au ministère de la Santé, pour pouvoir faire évoluer notre profession. Donc, nous avons déjà obtenu quand même des choses depuis le temps où nous œuvrons avec le diplôme d'État des soignants que nous n'avions pas. Et puis, pas mal de choses aussi au sujet de la réingénierie, avec toutes les choses qui ont été mises en place sur la nouvelle formation des aides-soignants depuis 2001. Voilà, et nous travaillons au sein de la fédération pour la reconnaissance de la profession, pour avoir un rôle propre, pour pouvoir travailler en autonomie comme une infirmière, et puis pouvoir justement faire voir notre responsabilité qui est pleine et entière pour tous les soins que l'on exécute chaque jour dans tous les établissements, qu'ils soient privés, publics, à domicile, etc. Voilà. On vous conseille avec Fabienne d'adhérer à la FNAS. Donc vous pouvez aller sur le site internet de la FNAS, sur le Facebook, sur TikTok, sur Instagram, enfin on est un petit peu partout pour se faire connaître. Et on compte sur vous pour faire passer le message. Plus on sera fort, plus on sera reconnu. Oui. Très important. Je voudrais juste rajouter qu'on est quand même le seul métier paramédical qui n'a pas de tâche propre. On a acquis des compétences à l'IFAS pendant notre formation, mais toutes nos tâches appartiennent à une infirmière. Donc on travaille sous la responsabilité d'une infirmière et c'est pour cette raison qu'on essaye d'obtenir ce rôle propre, pour pouvoir s'attribuer toutes les tâches qu'on peut faire au quotidien et avoir nos vraies compétences à nous, et plus dépendre d'une infirmière. Mais je ne renie pas du tout le fait de travailler en binôme avec les infirmières. Attention, elles ont des tâches bien spécifiques, mais il y a des tâches qui nous ont été attribuées depuis très 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 longtemps, depuis des années, et on aimerait bien les avoir sous notre rôle propre. Et c'est surtout que ça permettrait à beaucoup d'aides-soignants de pouvoir s'installer à domicile. Voilà, on sait que la population vieillit, que les gens préfèrent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Donc, on sait que les EHPAD sont surchargés et que le travail n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est vrai que si les aides-soignants pouvaient se mettre à domicile, puisque maintenant, certaines de nos collègues se mettent à domicile, mais elles ne sont pas rémunérées en tant qu'aides-soignantes, elles sont rémunérées en tant qu'auxiliaires de soins. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire au niveau du ministère de la Santé, notamment au HCCP, où on a un siège permanent, pouvoir faire entendre la voix des aides-soignants pour tout ce qui est reconnaissance. Oui, et il est important de rappeler que maintenant, lorsqu'on se déplace un peu partout, on parle en notre nom en tant qu'aide-soignante. Et avant, c'était une infirmière qui nous représentait. Donc, on a quand même gravi pas mal de marches, mais il faut continuer. Et pour ça, on a besoin d'avoir beaucoup d'aides-soignantes derrière nous pour avoir un plus gros bagage. Parce que si on arrive devant un député ou un sénateur et qu'on parle de notre métier, qui nous demande de combien vous êtes d'adhérents en France et qu'on leur dit 1000, alors qu'on est 480 000 aides-soignantes en France,
on passe pour... c'est un peu ridicule, en fait. On n'a pas de sérieux à apporter après. Donc, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'aides-soignantes, hommes comme femmes. Je tiens à préciser. Parce que, et il faut nous soutenir. On vous demande pas forcément de participer à toutes nos missions, bien que si vous en avez envie, au contraire, on a besoin de monde. Mais si vous voulez juste nous soutenir en adhérant tout simplement, on prend tout. Ah oui, tout à fait. Et puis vous pouvez aussi nous donner vos idées, faire évoluer plein de choses. Nous, on est ouvert à tout. C'est ça. Généralement, on n'a pas de questions piégeuses, comme on dit. C'est pas possible. On va pas mettre en difficulté une élève ou une future élève. Moi, je fais partie d'un jury d'aide-soignante. On pose des questions qui sont logiques. En fait. Ouais. C'est très logique. On a toutes des réponses et après, elles peuvent être bonnes ou pas bonnes. Il y a une formation derrière pour apprendre ce qui est bien à faire après dans les établissements. Mais on va pas du tout aller mettre en difficulté une élève ou une future candidate. Donc, je n'ai pas répondu, mais moi, je poserai pas de questions pièges. C'est pas le but. Hein. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Vous pensez qu'il y aura quand même il peut y avoir des questions type vraiment un petit peu précises sur les protocoles, par exemple, on parlait tout à l'heure du nettoyage de la chambre, sur des protocoles, sur évidemment le nettoyage des mains. J'imagine que c'est des questions qui peuvent arriver aussi parce qu'elles sont assez clés. Oui, on va peut-être poser ce genre de questions, mais je vois pas trop l'utilité de poser ce genre de questions pour une entrée en IFAS ou pour un concours, enfin, ou même pour une VAE. Non, puis surtout que les protocoles, ils sont spécifiques un peu aux établissements. Donc après, en IFAS, on apprend les choses de base. Enfin, voilà, un peu. On les apprend aussi en stage et puis sur les lieux de travail. Je pense que les VAE, vous travaillez toutes quelque part et vous avez appris les bases, donc vous les connaissez et en faisant votre VAE, vous apprenez forcément des petites choses qui compléteront votre expérience professionnelle. Ça se trouve, vous faites des choses habituellement et c'est peut-être pas les bonnes façons de procéder. On vous les remet correctement en place lorsque vous passez dans les stages ou lorsque vous lisez ou vous étudiez et après vous avez plus qu'à appliquer en fait. Oui, tout à fait. Et c'est un bon rapprochement d'ailleurs avec le point que vous évoquez, Babou. C'est possible de faire des stages d'immersion à l'hôpital et FNAS, surtout dans une VAE aide-soignante, selon évidemment l'expérience que vous avez à l'origine, mais c'est évidemment toujours recommandé pour aller renforcer, comme vous l'évoquiez, vraiment l'expérience sur le terrain, l'appropriation du vocabulaire, des protocoles. C'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Et Babou, pour vous répondre, est-ce qu'il est possible par exemple de faire des stages d'immersion en passant par la FNAS? Est-ce qu'en passant par la FNAS, il est possible d'être mis en contact potentiellement avec des jetantes? On ne sait jamais. Non, on s'occupe pas de ça. C'est bien. Je pense qu'il y a un service agréé et il faut les contacter directement ou directement les IFAS. Mais nous, on intervient dans les IFAS à travers les associations d'aides-soignants pour pouvoir parler justement du monde associatif, etc., pour la défense de la profession, la reconnaissance. Mais après, on n'a pas de comment dire, de possibilité d'envoyer des gens en stage dans les hôpitaux, etc., non. Sauf si on connaît le directeur de l'hôpital et puis qu'on puisse envoyer quelqu'un. Mais bon, voilà, c'est pas le but de la fédération. Je pense que c'est pas facile d'obtenir des stages dans les lieux d'hôpitaux, surtout s'il y a une école déjà qui existe. Et les VAE vont prendre des stages qui restent, en fait. Oui, parce que déjà, c'est difficile des fois dans certaines régions de pouvoir avoir des stages qui soient un petit peu diversifiés. On travaille pas qu'en EHPAD ou voilà, il faut que ce soit un peu diversifié pour que justement une fois que les soignants est diplômés, qu'elles puissent avoir un panel par rapport aux emplois qui lui seront proposés, qui sont intéressants
Voilà. Donc, et c'est suivant aussi son ressenti. Hein. Il y a des gens qui se sentent plus à l'aise en personne âgée, d'autres qui se sentent plus à l'aise un peu plus dans le technique au niveau de la réanimation ou de la chirurgie ou ou les urgences, ce genre de service. Mais après, ça, on l'apprend après. Hein, voilà. Et il faut savoir aussi que tout au long de la profession, même une fois qu'on est diplômé, on doit se former tout au long de notre exercice professionnel, justement, pour pouvoir évoluer. Et puis, si vous avez envie de changer de service, parce que vous n'êtes pas à l'aise dans un autre service, bon ben, il faut aussi vous renseigner, ou faire votre propre enseignement aussi. C'est aussi c'est ça la richesse. Tout à fait. Après, on peut être fait pour travailler en gériatrie, comme travailler en urgence ou ailleurs. Hein. On n'est pas toutes faites pour travailler avec des enfants, par exemple, oui, ou en psychiatrie, ou à domicile. Après, c'est chacun qui voit son ressenti par rapport, voilà. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa profession, de pouvoir être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, pour pouvoir bien soigner les patients. Voilà. Et si on est bien dans nos baskets, on est heureux au travail et du coup, tout se passe bien. Voilà, exactement. Ça serait une belle conclusion. C'est clair, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On se prend une dernière question de Maman d'écume. Est-ce important de connaître tous les points d'hygiène? Je pense notamment au circuit du linge ou le contact avec le sang. Oui. Ah oui? Ah oui? Oui. Oui. Ça, c'est le quotidien, en fait. C'est le quotidien de notre travail. Le tri du linge, c'est à chaque équipe. Donc, bien respecté. Parce que derrière, il y a aussi une équipe, une blanchisserie, et ils ont des protocoles aussi à mettre en place. Si un sac bleu est rempli de n'importe quoi, c'est pas respecter le travail derrière. Donc, oui, il faut connaître vraiment les protocoles. Oui. Respecter les couleurs, respecter un petit peu tout ce qui nous est demandé, hein, c'est la base. Hein. Respecter ce travail, c'est respecter le travail des autres aussi. Une occasion. Après, si on fait une VAE, j'ai vu une question là par rapport au protocole des sacs. Où peut-on avoir les protocoles? Je pense que chaque établissement a ses protocoles bien définis. On va quelque part, on peut se les procurer. Faut se renseigner, voir avec une infirmière hygiéniste s'il y en a une, ou un médecin hygiéniste, ou voir un petit peu, puis à domicile, ne pas hésiter de demander à l'infirmière coordinatrice, etc., pour pouvoir avoir le matériel qu'il faut et tout. Oui. Et si on ne sait pas, on demande aux collègues. Elles savent aussi. Il y a toujours des anciennes dans les services. Oui, aussi. Après, nous, au CHU de Poitiers, il y a différentes couleurs pour les sacs. On a des sacs bleus, des rouges, des rayés bleus et blancs, des rayés rouges et blancs. On a des sacs jaunes et rouges rayés. Ça, c'est pour tout ce qui est infection. On a des sacs tout blancs, on a des sacs verts pour les tenues des soignants. Et on a à chaque fois une affiche avec quoi mettre dans tel sac. Oui. Si on hésite, on peut regarder, se référer à cette affiche. Elles sont collées dans les lieux où les sacs sont rangés. Pour les sacs poubelles, pareil, hein. Des sacs jaunes, des sacs gris. Les sacs transparents blancs. Ouais, les bleus pour le tri. Enfin bon, après, c'est chaque établissement qui a son propre code couleur, on dira.